Je reviens, mais Qatari, tu sais bien, donc tu as témoigné pour nous au procès, tu connais bien l'enquête qu'on a menée sur ce qu'on a appelé le Qatargate. Donc, si tu veux, sans dévoiler beaucoup de secrets, on continue évidemment à y travailler, le fait que le Qatar soit devenu aussi présent à Kaboul et exerce une telle influence sur ce qui s'y passe, change la donne au niveau géopolitique aussi. Bien sûr. Y compris pour nous, avec nos petits bras ici à Blaise, quand on enquête sur le Qatar. Avant cette histoire, c'était plus facile qu'aujourd'hui, quoi. Comment est-ce que le Qatar était... Enfin, moi, je connais mal tout ça, donc je m'excuse si ma question est naïve, mais est-ce que le Qatar était très présent à Kaboul ? On sait que les Américains, par Trump, ont dit qu'ils partaient. En fait, comment ça s'est joué en coulisses? Le Qatar, ils étaient surtout très présents chez eux à Doha parce que c'était facile, et ils hébergent chez eux à Doha l'international terroriste. Donc, n'importe quel mouvement terroriste musulman et rattaché à ces-là trouvera porte ouverte à Doha, n'importe lequel. Et ils arrosent tout le monde. Qu'ils soient chiites, sunnites, c'est pas le sujet. Tous, ils y vont. Est-ce que le Qatar finance le Hezbollah? Oui, large, pour des gros montants. Est-ce que le Qatar finance du Boko Haram ou ISWA, d'autres mouvements? Oui, voilà. Donc, tous, ils y vont. Et tous, depuis très longtemps, les talibans, ils étaient à Doha depuis très longtemps. Et le premier gouvernement, les gens qu'on voit là aujourd'hui, c'est des gens qui sont à Doha depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est des gens qui discutent déjà depuis... Je reviens sur le financement du terrorisme et sur la politique qatari, la politique diplomatique et la manière dont ils utilisent le football. Ce qu'il faut dire, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est au même moment où où ils aidaient l'armée française, ils finançaient, ça on l'a documenté, on a mis les chiffres, etc. Il suffit d'aller sur le site pour le voir. Ils finançaient ce qui va devenir d'ailleurs Al-Qaïda. Enfin, c'est vraiment des gros terroristes, quoi, des types qui ensuite vont aller au Bataclan. Enfin, c'est les mêmes réseaux, quoi. Donc c'est déjà un peu dément, quoi. Aujourd'hui, on fait un procès énorme. Enfin, heureusement qu'il est là, heureusement qu'on a une démocratie, heureusement qu'il y a ce procès et tout, mais on oublie qui y a derrière. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle, parce qu'il y a toute la question aussi du pétrole, de Daesh, etc. Voilà. Mais alors, ce que je voulais te dire, après on parlera de ça, mais ce qu'il y a, c'est que le football là-dedans, c'est-à-dire qu'au même moment où ces types financent des terroristes, les mêmes, c'est-à-dire les mêmes ministres, les mêmes princes du désert, le président du PSG, etc., financent le foot et viennent faire des sourires à Canal+, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, les dessous des cartes. Bon. D'abord, une chose qu'il faut faire, et c'est pas tous les jours sur Blaise qu'on peut le faire, on va rendre hommage aux services de police et à l'OCLESIF en particulier qui s'occupent de l'anticorruption parce qu'ils ont un travail très dur, pas beaucoup de moyens, c'est ingrat, ils sont extrêmement rentables parce qu'ils font rentrer de l'argent quand ils ont des enquêtes qui marchent, et c'est eux qui reçoivent les Qatar Papers et qui transmettent au procureur et ils ont ce qu'il faut. Bon. Oui, mais le procureur, pour l'instant, il ne montre pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'information est remontée. On voit que le procureur général du Qatar, qui était l'ami proche de Rachida Dati en 2009, qui était le monsieur anticorruption du Qatar, qui a des hôtels particuliers à Paris et une propriété à Colonie à Genève, ce monsieur-là est viré par le Qatar. Il est même emprisonné, on parle du même. Alors, non, il n'a pas été emprisonné. Je crois que tu parlais le procureur général du Qatar, non, il n'a pas été emprisonné. Il a été viré, c'est le ministre de l'économie. Voilà. Et ça, c'est 2 semaines avant l'arrivée de Messi au PSG. Ouais. Non, mais il n'y a pas de rapport. Alors, il n'y a pas de... Non, aucun rapport entre du côté, tiens, on donne un coup de bâton en disant... Non, mais là, tu parles du PSG qatari, tu ne parles pas de la France, là. On parle du procureur général du Qatar. De Doha. Voilà, de Doha. Qui était le monsieur anticorruption de Doha, qui avait des liens avec la France, qui a été l'ami de Rachida Dati à une certaine époque, et cette personne-là se fait virer parce qu'il y a des informations qui ont fuité
parce que c'est remonté jusqu'à l'Élysée, parce qu'il fallait faire quelque chose. Tu parles de nous, là, les informations qui ont bien fuité ? sûr, non, mais c'est pas anodin. Je veux dire, quand on donne des documents importants et que ça remonte, à un moment, ça réagit. Donc ça réagit plus ou moins comme on peut, mais ça réagit. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. Mais ce qu'il y a de dingue... Et pour finir, et donc il démissionne, etc. Et 15 jours après, ça fait quand même sourire de voir le président du PSG qui a sa signature sur beaucoup de documents compromettants, embaucher Lionel Messi, alors qu'on sait les documents, ils ont été transmis depuis longtemps. Donc, ok, voilà. Il n'y a pas eu de... Je pense qu'ils seront publiés. Écoute, entre les deux événements, je ne vois pas le lien. Tu veux dire, c'est... Mais je pense que le président du PSG a eu l'intelligence de faire quelque chose et de donner au bon peuple du pain et des jeux. Voilà. Et donc de signer le contrat de Messi pour que ça fasse un contre-feu et qu'on parle, qu'il y ait moins de risques quand on va parler de lui. Tout est corruption, à commencer par le football qui leur sert beaucoup aujourd'hui. La Coupe du Monde, c'est complètement délirant de faire cette Coupe du Monde au Qatar. Mais là, quand tu discutes avec des footeux, et tu leur dis, mais quand même, si on prouve qu'il y a une corruption, que des tas de types ont touché du blé, ce qu'on sait, j'espère qu'on va bientôt le documenter, là, il est peu probable compte tenu de et moi j'aimerais qu'on l'annule, cette Coupe du Monde au Qatar. Mais il est peu probable que... On va expliquer à nos auditeurs un peu l'impact que ça peut avoir avec l'impact de la guerre en Libye. Quand la France intervient sur la base de la résolution 1973 de l'ONU, c'est-à-dire c'est la responsabilité qu'on se reconnaît d'intervention parce qu'il faut protéger la population. Bon. On dit la population est menacée, ce qui était faux. Kadhafi n'a jamais eu envie de tuer sa population. Les bains de sang, etc. Voilà, c'était faux. Okay, la population est menacée, donc on intervient en bombardant Roubi et Torbi, et on dépense les 300 millions, et le chiffre est important parce qu'il est documenté, que le Qatar paye pour qu'on intervienne. Les dépenses militaires de la France en Libye ont été payées par le Qatar. Bon. Il se trouve que si on regarde les dépenses militaires de nos amis britanniques qui sont intervenus avec nous au même moment, on est exactement sur le même montant. Mais eux n'ont pas été financés par le Qatar. Alors, ils ont j'en sais rien, à moins que tu me l'apprennes. Voilà, donc ça n'est pas gratuit. Donc on a exactement le même montant du côté britannique et du côté français. L'ironie des choses, c'est qu'on a dépensé 300 millions d'euros en France, 300 millions d'euros équivalents du côté britannique, pour détruire le pays, d'accord, pour détruire la Libye. En revanche, la reconstruction... Que dalle. Rien. 13 fois moins pour les Britanniques. Rien. Je pense aussi au patron de la Secopex qui s'est fait tuer. La Secopex, c'est une société de sécurité qui intervenait dans la zone de Benghazi, etc., qui était intervenue en Libye, qui s'est rendu compte qu'on était en train de soutenir des islamistes et qui a eu la bêtise d'aller à l'Élysée, a sonné à la porte de l'Élysée, il voulait voir le chef de cabinet, etc., pour dire « Mais attendez, moi j'étais en Libye, j'ai vu qu'il y avait des islamistes et tout ça. » Il est revenu en Libye avec un ancien collègue, Pierre Martinet, et donc le patron de la Secopex s'est retrouvé le ventre à terre et il s'est pris une balle dans le dos. Ouais. On aurait pu au moins... Tu veux dire, c'est les Français qui ont... C'est pas les Français qui l'ont tué, c'est les gens qui savaient très bien qu'il était en train de poser un problème sérieux, qui ont fait en sorte que... Je sais, je me souviens de cette histoire. Voilà. Bon. Dis-moi... Donc on va avoir du respect pour la famille, mais malheureusement, il n'est pas mort comme il aurait dû. On aurait pu au moins lui donner une mort un peu plus honorable. Et le fait est, c'est qu'on savait très bien qu'on était en train d'armer des islamistes et d'entraîner des islamistes. Et pour preuve, il y en a un qui, en 2020, a commis des attentats aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il a tué 3 personnes à coups de couteau. Quand il est passé au tribunal au Royaume-Uni, et il a avoué à la cour que la formation qu'il avait eue en Libye, c'était par des représentants du COS, des Français. Le COS ? Oui, des forces spéciales françaises, voilà.
Et donc, il y avait trois unités, trois pays qui travaillaient à former les gens qui devaient destituer Kadhafi. C'était les forces qataries, les Britanniques et les Français. Mais je voudrais qu'on parle de Daesh et du pétrole, parce que ça concerne... Venons-en. Ça concerne des sociétés françaises. Je voudrais qu'on parle de Ruby, de Lafarge, de comment Al-Qaïda est financé, parce qu'il y a le procès en ce moment. Absolument. Et comment dire, en parlant avec toi, puis en me renseignant, je me suis rendu compte qu'on peut aussi expliquer les attentats par cette histoire. Bien sûr. Juste pour que les gens comprennent bien. On a des gens qui viennent d'Égypte, qui passent en Libye, qui sont des islamistes. On voit des gens d'Al-Qaïda qui sont avec eux. Et on va leur fournir des armes. Le circuit des armes va se faire par une société qui s'appelle Turi Defense Service, qui va fournir des armes des États-Unis au Qatar et du Qatar en Libye. Donc on sait que ces armes-là, c'est organisé, ça c'est le circuit américain qui a été organisé pour fournir des armes aux islamistes. Et l'idée c'était, on va éliminer Kadhafi et ça ira mieux après, on va se débrouiller. Bon, et ça tourne mal. Donc le général Flynn, qui dirige les renseignements militaires à l'époque, se rend compte de tout ça, se rend compte du désastre. Il se rend compte que ces armes sont en train de partir en Syrie. Et que les islamistes, c'est pas des gentils... on est en quelle année, là ? On est en 2011-2012. Et qu'il y a aussi des flux d'islamistes qui partent grossir déjà les rangs de ce qui va être... l'État islamique. Daesh, voilà. Bon. On voit donc Daesh se former pour financer leur guerre. Donc il faut des salaires, il faut des cash flows mensuels. Il faut payer les salaires, il faut acheter des munitions. Une balle de Kalash, c'est selon le calibre, mettons, si c'est du 7,62, c'est autour $1, même en Irak. En fait, la Kalash en elle-même, elle ne va pas coûter très cher. On va l'avoir pour $300. C'est comme les photocopieuses. C'est les cartouches. Oui, je sais. Voilà. Et donc, il faut beaucoup d'argent. Donc, beaucoup d'argent, ça suppose des cash flows positifs tous les mois. Il faut gérer sa trésorerie. Et il faut des flux continus. Les flux continus de revenus, ce n'est pas les œuvres d'art, ce n'est pas les bricoles dont on parle, pas les kidnappings et tout ça, c'est de la... Voilà. En revanche, les barils qui sont produits par les champs qui sont du côté de Mossoul, les barils qui sont produits aussi dans les champs qui seront après en Syrie, ils sont mélangés pour ce Daesh avec du pétrole kurde. Ce pétrole kurde est camionné, ça va jusqu'à Dortiol. À Dortiol... Dortiol, c'est en Turquie. Dortiol, c'est en Turquie. À Dortiol, c'est exporté sur des tankers, avec une fausse documentation. Et là où c'est intéressant, c'est que ces tankers, ils avancent sur la Méditerranée, ils se retrouvent en Sardaigne. Entre-temps, il y en a quelques-uns qui changent, la cargaison va changer en haute mer, et ça va partir à Ashkelon, en Israël. Aujourd'hui, il y a 2 procureurs italiens qui, avec la brigade d'antiterroristes, ont fait une perquisition dans une raffinerie qui s'appelle la raffinerie de Saras. Ils ont récolté, je crois, 1,8 tonne de documents. Ils travaillent d'arrache-pied sur ces documents et sur ce qui s'est passé. Ils expliquent qu'il y a des flux très importants d'argent qui ont été qui ont été retournés à Daesh, en fait. Et donc, on essaye de reconstituer le flux complet du puits jusqu'à cette raffinerie de Saras. Aujourd'hui, Saras en Sardaigne. Oui. Aujourd'hui, la police italienne, la Guardia Finanziaria, travaille dessus d'arrache-pied. Et ces 2 procureurs-là, il faut leur rendre hommage, ils font un boulot remarquable, qui est très difficile. Là-dessus, mais en France, on en a assez peu parlé. Alors, en France, il y a une enquête préliminaire. Il y a une commissaire qui s'en occupe. On ne va pas la nommer pour ne pas l'embêter. Voilà. Il y a une enquête préliminaire. Il y a 2 questions écrites qui ont été posées par une députée, Frédéric Dumas. Une à Castaner quand il était ministre de l'Intérieur, il n'a pas répondu. Une qui n'était pas une question écrite, qui était une question lors de la Commission des Affaires étrangères, directement à M. Le Drian, qui a dit qu'il n'avait pas d'éléments, qu'il ne comprenait pas. Voilà. Bonjour Monsieur le Ministre. Je voulais me faire ici l'écho de l'enquête du journaliste d'investigation indépendant Thierry Gadot, publiée récemment sur le Média, concernant l'éventuel financement indirect de Daesh par une société française cotée en bourse, la société Ruby, propriétaire d'importantes infrastructures portuaires et de stockage de pétrole dans les ports de Dortiol et d'Océan en Turquie.
Interrogé vous-même en tant que ministre de la Défense par la députée Laurence Harribagé, durant l'été 2015, vous avez pourtant affirmé que les services de renseignement du ministère de la Défense n'avaient à ce jour recueilli aucun élément permettant d'établir l'existence de ces liens. L'enquête de Thierry Gadot montre pourtant que les services de renseignement français ont bel et bien enquêté sur Ruby et qu'une note sur cette entreprise a été produite. Interrogé il y a quelques jours par ce journaliste, vous n'avez pas souhaité répondre à ces questions. Ma question est donc la suivante. Comment est-il possible que la société Ruby n'ait même pas été identifiée comme pouvant avoir, ne serait-ce qu'indirectement, voire passivement, pu profiter de ce système très bien organisé de blanchiment du pétrole, alors que l'on assiste à partir de 2014 à une miraculeuse hausse du volume pétrolier provenant de l'Irak et une hausse importante de l'activité de cette société, comme en témoignent ses propres rapports annuels accessibles à tous et ses propres documents de référence. L'année 2014 étant l'année de l'instauration physique du califat de l'État islamique en Irak et en Syrie. Pouvez-vous nous confirmer que dans l'hypothèse où une note des services a bien été remontée à l'époque, comme certaines sources l'indiquent et l'affirment, concernant cette société, pourquoi aucune suite ne lui a été donnée? Et êtes-vous prêt, Monsieur le Ministre, à soulever cette question au sein du gouvernement, ne serait-ce que pour y apporter des réponses? Sur la question de Mme Dumas, moi je suis ouvert à regarder, mais je n'ai pas d'informations particulières. J'ai l'impression que vous en avez beaucoup. Donc, je vous remercie de me les donner parce que je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce sujet. Mais si vous avez des informations, vraiment, Madame Dumas, donnez-les-moi, je suis preneur. Alors que les éléments, on les a donnés. Et on les a même publiés là, puisque Thierry Gadot a fait ce papier sur Ruby. Depuis, on en a beaucoup plus. On a beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'images, on a du témoignage, on a beaucoup de choses. Et donc, on sait très bien que ce pétrole est arrivé au terminal de Ruby à Dortiol. Ruby, c'est une multinationale française qui est cotée en bourse. Et que sans ce terminal qui a coûté 200 millions de dollars et qui a été en partie financé par la BNP, le pétrole de Daesh, il n'était pas exporté. Non. Alors, j'en viens au problème de Lafarge, etc. Mais Ruby, ce qu'il faut dire, parce que les gens ne connaissent pas Ruby, etc. D'abord, ils peuvent aller sur le site pour voir le papier. Mais Ruby, leur boulot, c'était d'avoir des tankers pour ils font de la logistique pétrolière. Donc, c'est d'énormes citernes qui vont recevoir le pétrole brut. Ce pétrole brut, après, il est emmené jusqu'à un terminal pétrolier qui permet à des tankers d'être en eau profonde et de charger ce pétrole brut. Une fois que le pétrole est sur le tanker, après, il suit différentes routes en fonction des acheteurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on parlera du Bataclan, mais après le Bataclan, donc après les attentats, alors que Ruby savaient forcément que le pétrole était du pétrole qui finançait Daesh, ils ont continué à dealer, donc entreprise française, quoi. C'est ce qu'on a documenté, c'est ce qu'on a écrit. Dis-moi, il y a le procès donc, en ce moment qui va durer encore quelques mois au Bataclan. C'est sur le déclenchement, les raisons pour lesquelles il y a eu Charlie, il y a eu tout ça. Quel éclairage, toi, tu peux apporter compte tenu de cette histoire de pétrole, de noir pétrole et de ses liens avec les terroristes. Pourquoi ce déclenchement? Pourquoi cette opération, etc. Alors... Je te prends de court, là? Non, mais il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai eu accès à une partie des documents sur les attentats du Bataclan. Il y a une chose qu'on peut dire quand même, on peut accabler ces gens, tout ce qu'on veut, mais quand vous êtes le 10e d'une famille dans une cité, que vous avez zéro avenir et que votre seul avenir, c'est vendre de la drogue, être délinquant, etc., il y a un process qui fait que la société civile française, elle a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Quand on les met en prison et que la responsable de cette prison dit « Oui, vous m'envoyez ces personnes-là, mais moi j'ai déjà 48 matelas par terre et je vais avoir du mal à les gérer », ça interpelle. C'est pas publié par la presse. Moi, j'ai les documents. La lettre, quand je l'ai lue, quand j'ai vu cette femme qui dit « Mais attendez, moi j'ai déjà 48 matelas par terre dans ma prison, elle est surbookée, vous m'envoyez des détenus qui sont difficiles, je sais pas comment faire. » C'est un appel au secours qu'elle fait. Et là, la société civile française, elle joue pas son rôle. Non, mais là, je comprends. Tu veux dire que la prison est un foyer qui multiplie les volontés terroristes. On a les racines, on a semé ces graines-là de violence.
Et on les a récoltés au travers des attentats du Bataclan. La question que je te posais était plus d'ordre géopolitique, sur les raisons qui ont pu déclencher les opérations en France et en Belgique. On a laissé ces flux migratoires se faire parce qu'on n'a pas les moyens de les arrêter. Et là encore, bravo à la cellule Alad, bravo à tous ceux qui ont travaillé dans le contre-terrorisme, ce n'est pas le sujet. Mais ces flux-là, donc des flux de gens désespérés, sont venus aller chercher un idéal et ils l'ont trouvé dans la violence, bon an, mal an, au travers de Daesh. Mais la créature Daesh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la créature Daesh, ceux qui ont financé tout ça via la vente du pétrole et le soutien qu'on leur a donné pour aller buter Assad, c'est les pays occidentaux, et notamment en partie la France. Voilà. Et donc, on a voulu semer des graines de tempête, on a eu la récolte. Il n'y a pas de problème.